ce que c'est, en fait. Comment, moi, la grosse question qui m'a hantée pendant 9 mois après derrière, c'était comment est-ce que je peux être sûre que je fais le bien? Sandrine, psychologue de formation, a entrepris un voyage fascinant dans les mondes subtils du chamanisme et des esprits. Elle a développé une profonde connexion avec les plantes médecines et a découvert sa capacité à rentrer en transe. Dans cet épisode, vous découvrirez comment ces découvertes et ces expériences ont littéralement changé sa vie, sa perception du monde et aussi enrichi son approche thérapeutique. Si vous ressentez l'appel de ces pratiques, Sandrine nous donne à la fin de l'épisode des conseils précieux pour vous lancer en toute sécurité. Un grand merci à Sandrine, merci à vous, chers auditeurs. Pensez à vous abonner pour soutenir le podcast et surtout passer un merveilleux moment en notre compagnie. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même te dire bienvenue, Sandrine. Mais merci beaucoup, Lily Rose, de m'avoir invitée. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est une très belle expérience. Bah ouais, mais je suis très heureuse d'être avec toi et de parler finalement de ton parcours, de tous les enseignements que tu as eus, des nombreux apprentissages, de ton cheminement. Moi, on s'est rencontrés au Salon du Bien-être à Marseille. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ton parcours, c'est que à la base, donc t'as fait plein de métiers, il me semble, etc. jusqu'à décider de suivre cette petite voix qui te disait d'aller vers la psycho. Donc après, t'as passé ton diplôme et t'es devenue psychologue. Et ensuite, t'as rencontré les plantes, t'as rencontré des états élargis de conscience, et bref, et ça s'est ouvert, jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui. Donc, on a parlé de vraiment la chose, toi, qui t'a chamboulé, presque un avant et un après. Toi, c'est la rencontre avec le monde des esprits. Donc, si tu aimerais beaucoup parler de ça, donc soit au niveau chamanique, à tous les différents niveaux auxquels tu l'entends. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de qui tu étais avant ces états élargis de conscience, en tout cas ces rencontres avec le monde des esprits? Quelle a été ta première rencontre avec le monde des esprits? Et la suite? Now and after. Yeah. Je pense que j'étais quelqu'un d'hyperactif au niveau cérébral, intellect, avec un besoin de comprendre quand même tout le temps, une curiosité très très forte, avec rien qui me passionnait vraiment. J'avais pas un sujet qui me passionnait, il y en avait plein qui me plaisaient. Ça a été un gros problème en fait dans toute mon adolescence et ma vie de jeune femme, parce qu'il y avait plein de gens autour de moi qui avaient des passions uniques. Et moi, il y en avait aucune qui me passionnait suffisamment pour en faire le centre de ma vie, mais par contre, j'étais intéressée par plein de choses. Et donc, ça a été un peu, je pense que c'était des années très difficiles pour moi, l'adolescence et jeune femme, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait tout qui m'intéressait, mais bon, pas des masses plus que ça. Et donc du coup, voilà, moi j'ai fait des études au tout début de BTS action commerciale, parce que ma mère voulait pas que j'aille à la fac avant d'avoir un diplôme pratico-pratique pour avoir un métier. Donc j'ai obéi à ma mère, et merci beaucoup qu'elle m'ait imposé ça, parce que derrière ça m'a beaucoup servi en fait à faire différents métiers. Parce que ça t'a permis de découvrir le monde du commerce, en fait, du marketing, de la communication, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, en fait. Et après, j'ai eu mon sas pour aller à la fac de psycho, à Aix-en-Provence, et j'ai arrêté en licence parce que j'étais terrorisée par la psychose, qui est quand même un état altéré de conscience. Très très fort, et donc il y avait toute cette nosographie là de la psychose qui m'inquiétait énormément, et je me sentais pas capable de pouvoir accompagner des personnes psychotiques, et donc j'ai arrêté. Et là, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai vendu plein de choses, des photocopieurs, des maisons, des encarts publicitaires, des profils, en fait, sur Internet. Des grands-mères. Tout ce qui passait sous la main. Avec ou sans chaise roulante. Voilà. Emballé, c'est possible aussi. Voilà. Avec ou sans dentier. Donc voilà, j'ai vendu plein de choses. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la seule chose qui occupait beaucoup mon temps, c'était mes histoires amoureuses. Voilà. Donc j'étais une grande amoureuse. Donc j'ai vécu passionnément mes histoires amoureuses. Et c'est ça j'avais l'intellect et le désir, quoi. Voilà. Et le cœur qui avait énormément envie d'aimer, en fait, mais qui s'y prenait peut-être pas forcément bien, mais en tout cas qui était passionné. Et puis, à un moment donné, en fait, il se passe que
je pars à Paris suite à une grande déception amoureuse, mais sur le chemin de Paris, il me faut un peu d'argent, donc je vais devenir serveuse sur la côte. Puis je me rends compte que c'est un métier un peu difficile, autant le faire mais qu'on gagne bien, donc je vais à Saint-Tropez et je deviens j'entre dans une des grandes brasseries en fait de la plage de Pampelonne, qui est le Club 55, et je vais faire 4 saisons là-bas où je vais pouvoir gagner suffisamment d'argent pour mener une vie de bohème à Paris en fait pendant 4 ans. Et puis, je découvre le monde alternatif LGBT, en fait, sur Paris. Je vais vraiment vivre toutes mes histoires passionnément, etc. Et puis, je commence à être un peu en perdition. Je trouve plus vraiment de sens à ma vie. Je trouve pas de métier qui me plaise véritablement non plus. Donc, je décide de partir faire un tour du monde. Et ma première étape, c'est la Polynésie. Donc je prends mon billet, aller simple pour la Polynésie, et il faut que je fasse un peu d'argent avant, que j'ai un matelas financier, donc je pars à Saint-Tropez, faire une dernière saison en fait au Club 55. Et là, à ce moment-là, je rencontre une nana à une soirée de full moon, tu vois, sur une partie en fait, sur la plage. Elle a un regard noir hyper intense, donc ça y est, moi je me remets en mode, voilà, allons-y. Et une semaine après, j'ai un accident de moto. Ok. Une Mercedes noire, comme dans un film, hein, vraiment, qui me coupe la route. J'ai pas le temps de freiner. Ça se passe quand même pas trop mal, mais j'ai une clavicule pétée, j'ai des entorses un peu partout. Et la rencontre avec cette femme, elle est déterminante complètement. Parce que vous avez fait quoi, en fait, après vous êtes... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a mis fin donc cet accident a mis fin à mon projet de départ autour du monde. Et comme je suis pas très loin chez mes parents, je suis en pleine chute libre au niveau psychologique, je perds tous mes repères, je la rappelle. Et on en commence une liaison, sauf que cette personne, en fait, utilisait beaucoup l'ecstasy et des pratiques, qui étaient des pratiques méditatives, en fait, avec l'ecstasy, mais elle était entourée de personnes qui faisaient de la magie noire. Et moi, je connaissais pas du tout ce monde-là, en fait, et je tombe dedans parce que je suis en déshérence, et on commence à utiliser beaucoup l'ecstasy. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la première rencontre avec les esprits. Mais une rencontre assez tourmentée, parce qu'en fait, à un moment d'une pratique méditative avec elle, je vois un esprit en fait dans son appartement, puis un deuxième esprit dans son appartement. Je commence à psychoter, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je rentre chez moi, quelques jours après, il y a une tentative de possession d'un esprit, en fait, dans la nuit, sur moi. Et c'est récurrent. Et toutes les nuits, en fait, l'esprit revient et il veut me posséder. Et je suis dans un état de panique. Tu ressentais quoi à ce moment-là ? C'était quoi la sensation ? En fait, c'est comme un rêve éveillé, c'est-à-dire que je suis dans mon lit, je suis allongée, je reconnais toute la chambre, etc. Et là, je vois une ombre qui s'avance et qui veut absolument passer par ma gorge. Et qui rentre. Et moi, je ne peux pas bouger, je ne peux que constater que cette ombre est là et qu'elle va passer. Wow. Je sais que je suis réveillée et en même temps, je sais que je ne peux pas bouger. C'est vraiment assez paniquant comme expérience. Et j'appelle mon oncle, qui est un guide spirituel, et dont je sais qu'il a des pratiques, en fait, d'exorciste. Un guide spirituel pour toi, c'est ça ? En fait, un guide spirituel de manière générale, parce que il est... c'est du côté de ma famille asiatique. Donc, il y a aussi tout un mélange de cultures dans ma famille. Et dans ma famille, du côté donc asiatique, chinois, cet oncle-là travaillait beaucoup avec les arts martiaux, mais il a aussi développé une spiritualité très très forte chrétienne. Et donc, il a été, et il est toujours un guide spirituel pour beaucoup de personnes, où il a vraiment une pratique très très belle, des cercles, de la méditation, etc. Beaucoup d'amour, de coup. Énormément d'amour, beaucoup de lumière. C'est vraiment une personne très très éveillée. Et je savais qu'il avait eu une connaissance, en fait, en tout cas, de cette pratique-là, par un prêtre qui lui avait transmis des éléments de l'exorcisme. Et donc, du coup, je lui dis, je l'appelle. Et donc, il va m'accompagner, il va venir m'aider par des rituels dans la chambre, etc. Pour pouvoir, te libérer de cette... À me libérer, à me donner les clés pour pouvoir mettre des limites. Donc pas évacuer et transmuter en fait cet esprit, mais pouvoir me protéger. Parce que cette entité, elle était venue, du coup après. Elle venait. Elle s'approchait. Et tu elle s'approchait. Rentrer, je sais pas. Alors elle n'est pas rentrée justement, mais elle voulait absolument rentrer. Donc lui, il m'a aidé à protéger mon espace pour pas qu'elle rentre et à faire des rituels pour qu'elle puisse partir. Et c'est un rituel que tu peux refaire toute seule aujourd'hui ? Alors c'est un rituel dont j'ai plus besoin aujourd'hui, et c'est un rituel qui a marché un temps, mais quelques années après, l'entité est revenue quand même. Okay. Mais j'étais plus au même endroit, j'étais à Paris.
Mais je savais comment faire déjà. Et tu peux le partager? En fait, c'était une technique qui était vraiment une technique de pouvoir invoquer la croix, en fait, chrétienne sur le coronal et de répéter, en fait, les prières de notre Père. Okay. Et de pouvoir dire non. Et ça a changé radicalement, en tout cas sur le moment, parce que par la peur, on est saisi comme une victime, donc on a l'impression qu'on peut que subir. Et là, d'un seul coup, ce qui m'a apporté, c'est non, tu peux être acteur là-dedans. C'est-à-dire que tu peux dire non. Tu mets en place, toi, dans ton pouvoir justement de la pensée, dans ton pur esprit, tu mets en place la croix de la protection. Tu sais qu'elle est efficace. Tu récites le Notre Père, c'est une prière des plus efficaces qui soit. Et tu dis non. Et en fait, j'ai eu vraiment cette expérience-là de pouvoir vivre la capacité à dire non. Donc cet esprit s'est approché un soir, il est venu comme d'habitude, j'étais immobilisée comme d'habitude, mais ce qui n'était pas immobilisé, c'était ma capacité à penser. Et donc, j'ai visualisé cette croix lumineuse, j'ai invoqué la prière de Notre Père, et j'ai dit non, j'ai vraiment dit non à l'esprit, que c'était hors de question, en fait, qu'il entre dans mon espace. Et de fait, il n'a pas pu entrer. Et donc, ça s'est atténué, en fait, tout doucement. Et puis... C'est peut-être un test aussi, enfin pas un test, mais on peut le prendre comme ça, presque. Est-ce que tu as vraiment compris, intégré cette notion-là? Et du coup, ça se représente à toi, et comment tu vas le gérer, du coup? Oui, peut-être, hein, c'est probable. En tout cas, c'est vrai que à ce moment-là, quand ça arrive, je suis pas du tout dans le monde des esprits, pas du tout dans la spiritualité, pas du tout dans n'importe quelle pratique qui soit. Je pratique le yoga comme n'importe quelle Française. Voilà, va pratiquer le yoga parce qu'à Paris, il y avait un centre, voilà, j'allais faire du yoga, mais alors absolument déconnectée de toute la tradition spirituelle qu'il y a derrière. Et ça va me jeter directement dans un monde où, au premier abord, c'est effrayant, j'ai pas les codes, mais finalement, on peut les apprendre. Bon, voilà, ça c'était la première expérience. Et très rapidement, je vais le mettre quand même dans l'oubli, même si ça a été quand même le précurseur de quelque chose, c'est que avec cette période-là, c'est un laps de temps assez court en fait, hein, parce que je pense c'est de septembre jusqu'à février, tu vois, donc c'est pas énorme. Ce moment où mon tour du monde s'arrête, où je plonge dans l'extasie quand même avec des pratiques comme ça qui sont pas très ajustées. Je termine la relation, je monte à Paris, je fais des choses qui sont pas chouettes, hein. Là c'est vraiment la descente aux enfers, c'est l'enfer de Dante, tout doucement, je descends jusqu'au bout, et au bout du bout en fait j'arrive à pousser un talon dans la vase là dans laquelle était ma vie, et je me dis mais une sorte d'illumination incroyable, je veux vivre mon anniversaire au pied de l'Himalaya. Voilà, je me dis, il faut que je le fasse, quoi. Donc, mon anniversaire, c'est le 25 mars. Donc, je me suis arrangée. J'ai pris mon billet, je suis partie en Inde, à New Delhi. Et là, pendant 3 mois, ça a été mon sac à dos et moi, dans ce pays absolument incroyable. Et j'ai vécu, en fait, 3 mois initiatiques où j'ai découvert ce que c'était que la foi, la spiritualité dans un pays hautement spirituel comme l'Inde, hautement paradoxal aussi comme l'Inde, où la question de la dualité est omniprésente et où en même temps le tout est omniprésent aussi. Dans ce lien en fait aux esprits qui est toujours là. Et donc ça va vraiment complètement changer ma vie, dans le sens où ça y est, maintenant la porte elle est ouverte. Je comprends qu'il y a ce monde-là, je comprends que j'avais fermé une porte en fait au monde spirituel, et pourtant dans ma famille, donc il y a quand même un accès à la spiritualité qui est très présent, mais je l'avais refusé. Et donc là, je commence à me dire, en fait, je vais faire mon propre chemin dans la spiritualité, c'est le mien, et ça va passer par l'hindouisme, puis le bouddhisme, et donc dans ces 3 mois-là, je vais pouvoir aller contacter l'hindouisme, des pratiques, je vais monter dans le sikkim, et là je rencontre une américaine qui fait une étude en fait sur le bouddhisme Dharamsala, donc elle me donne le créneau, etc. Paf, et je termine mon séjour à Dharamsala sur l'initiation de 15 jours en fait avec un moine tibétain. Ok. Et ça va vraiment me montrer qu'il y a autre chose. Mais je décide quand même de pas brûler mon passeport, de pas rester là-dedans. Tu t'es posé la question? Je me suis posé la question si j'allais pas rester là en fait en contemplation sur les bases de l'Himalaya. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Est-ce que c'était aussi un moment très contrasté par rapport à justement cette descente, ce tourbillon, et d'un coup cette ouverture sur un autre monde?
Oui, complètement. Qui t'a redonné foi, comme tu le dis. Complètement. En fait. Je pense que ça m'a sauvée. Ouais. Ça m'a sauvée parce que j'étais vraiment dans une pente absolument abominablement glissante. Et tu t'es dit, il y a une autre réalité, il y a autre chose. Il y a autre chose, ouais. Je peux vivre une autre vie. Ouais. Et c'est un peu comme ce qui s'est passé avec mon oncle lors de cette tentative de possession, c'est-à-dire qu'on peut être acteur. Voilà. Acteur aussi dans la construction d'un monde avec une dimension différente. Et donc, ces 3 mois initiatiques en Inde ont ouvert une dimension différente de ma place sur Terre, de me dire, mais est-ce que vraiment t'as envie que ta vie soit que ça? C'est-à-dire ce que t'as vécu jusqu'à présent, être amoureuse, trouver un job, c'est ça vraiment la vie, quoi. Bah non, peut-être qu'en fait, on peut faire plus que ça. Et au regard de ce que j'ai vécu en Inde, c'était inéluctable. Il fallait que ma vie ait un sens par rapport aux autres. Il fallait que je puisse remercier, en fait, dans les faits, cette chance incroyable quand même d'être une femme bien portante, née en France, éduquée, cultivée, ayant accès à tellement de choses, et que j'avais totalement sous-estimée jusqu'à présent. Et c'est une chance incroyable de vivre cette incarnation-là, dans ce milieu-là, où on a accès à tous les potentiels. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Où tout est possible. Où tout est possible, effectivement. Soit je considère que mon but ultime, c'est d'enrichir ma personne par des expériences, des aventures, des richesses. Soit je considère que c'est une chance de pouvoir aussi transmettre des choses, de pouvoir aider les personnes autour de moi. Et donc, je décide de rentrer en France et de reprendre mes études de psychologue. Et donc, je reprends. Voilà, de boucler la boucle enfin, de terminer et d'y aller vraiment. Et donc, je vais faire un master DESS de psycho à Aix. À la suite de quoi, je vais travailler directement en centre d'addictologie. Parce que l'addiction, je connais un peu. Parce que t'étais tombée un petit peu dedans. Bah oui, je voyais bien qu'elles étaient déjà en fait en moi, c'est ce qui me faisait flirter avec cette limite-là de l'addiction. Donc du coup, c'était évident que j'allais travailler là-dedans, et je travaille là-dedans pendant 5 ans. Et la pratique spirituelle, elle se délite un peu. Il n'y a plus tant l'accès en fait à la question de la spiritualité. Je pratique encore le yoga, mais c'est quand même beaucoup moins présent. Je suis plus végétarienne, donc depuis les vendanges. Le saucisson. Le saucisson des vendanges, ça va. Ça a tout cassé. Non, ça a mis fin au végétal et à sa suprématie. Donc du coup, voilà, j'ai 5 ans comme ça de travail, et puis comme quand même, je suis un peu hyperactive, je fais 5 ans en étant salariée, mais j'ai aussi 3 DU, je fais souvent à Paris, je me forme encore et encore. Et puis je m'ennuie un peu quand même dans mon poste de psychologue, et je suis aussi superviseuse en fait d'équipe, et je me dis, bon bah je vais créer mon entreprise. Donc je crée mon entreprise, et là c'est une superbe aventure. On est 3 à créer cette entreprise-là, un organisme de formation, et ça me prend, tout mon côté passionné rentre dedans, je mets en œuvre ce que j'avais appris en action commerciale, en BTS, donc là la boucle se boucle au niveau de la matière. Et au niveau personnel, je rencontre la personne qui va être ma femme, en fait, qui va me permettre de pouvoir aussi me poser dans une relation, et très rapidement, on a envie d'avoir un enfant. Et on rentre dans un long processus de PMA pour avoir un enfant. Le miracle arrive, j'ai ma petite fille, et 2 ans plus tard, quand même... Le monde des esprits parce que dans la matière, c'est compliqué, parce que les PMA nous ont beaucoup abîmés, on est un couple de femmes, que les hormones nous ont abîmés, les échecs nous ont abîmés, le couple est abîmé, l'identité de femme est abîmée également. Et là... Comme par hasard, mais vraiment coup de pouce du destin, je vois arriver dans ma boîte mail une newsletter d'une chamane à Marseille qui propose un cycle sur le féminin sacré. Et tu t'étais pas abonnée? Pas du tout. Je ne sais pas. Et je lui ai encore posé la question il y a pas très longtemps. Je lui ai dit, mais comment tu as eu mon mail? Elle dit qu'elle sait pas. Et moi, je sais pas non plus. C'est le destin. Mais voilà, c'est le destin. C'est arrivé à ce moment-là dans ma boîte mail. Il se trouve que le chamanisme, j'avais un peu entendu parler par une amie psy. Mais bon, je restais un petit peu de loin en me disant, bon, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ok, elle y trouve son plaisir, elle trouve un intérêt, tant mieux. Moi, ça m'attire pas des masses. Mais bon, là, à ce moment-là, je suis, moi, en panne, au niveau de plein de choses, au niveau identitaire, au niveau du plaisir, au niveau du couple et tout ça. Et donc, je dis à ma compagne, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on a quand même une petite fille de 2 ans. Une petite fille de 2 ans, ça vient effracter pas mal toute ta vie jusqu'à présent. Ça, il y a aucun problème. Il y a un avant et un après aussi, avoir un enfant. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses si on y va, en fait, dans ce cycle-là?
Elle est un peu réticente, mais elle-même, elle est au bout du rouleau, elle a fait un burn-out. Elle me dit pourquoi pas. Donc on y va. Et là, on rencontre la chamane. Et la chamane, elle va nous accompagner sur 5 week-ends dans l'année, à la découverte de la souveraineté. Je sais même pas ce que c'est, moi, à la base, une souveraineté. Et alors, la découverte de notre féminin sacré. Je sais pas ce que c'est non plus, un féminin sacré. Et je découvre, en fait, ce que c'est ce monde-là, en fait. C'est un autre monde, c'est le monde de la sororité. C'est le monde d'une relation entre femmes, où c'est pas une question de copine, c'est pas une question, en fait, d'amante, c'est pas une question de relation de travail, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que on va se retrouver sur des pratiques chamaniques, qui sont des pratiques de rituels, où il va y avoir des états modifiés de conscience, où on va ouvrir en fait nos cœurs, on va découvrir des blessures, et on va trouver ensemble le chemin pour pouvoir les apaiser et les guérir. Un truc de fou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce monde ? C'est quoi ce monde incroyable ? Et moi, au premier abord, je suis très très sceptique, je suis très critique. J'ai quand même été à la fac de psycho, on nous a beaucoup avertis sur les dérivés sectaires, machin, etc. Je dis, oh là là, mais c'est quoi cette histoire ? Est-ce que c'est pas ça, justement ? Eh oui, exactement. Est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux Alors, c'est ce que je me suis dit. Donc, à chaque week-end, je vis des expériences très très fortes, et à chaque week-end, je demande à Aude 10 000 questions, mais d'où tu dis ça, pourquoi tu dis ça, qui c'est qui t'a appris ça, enfin voilà, vraiment, genre l'inquisition, l'enquête totale pour savoir vraiment si c'est valide ou pas, quoi. Et à chaque fois, elle répond, mais elle répond pas, et elle me laisse avec mes frustrations, avec mes non-sens, avec mes trucs, elle me dit tu verras. Et puis chaque week-end se termine et j'ai plus envie d'y aller, quoi. Je dis à ma compagne, je dis non, moi j'y retourne pas, c'est quoi ce truc ? Chaque fois c'est mes questions. Elle répond pas à mes questions, donc je sais pas si c'est juste ou pas tout ça. Et en même temps, ma compagne me ramène tout le temps, elle me dit mais écoute, t'as eu une bonne intuition, regarde ce qui s'est passé. Et donc elle me ramène sur ce qui se passe dans ces week-ends-là, et donc à chaque fois j'y retourne, et puis à chaque fois je vais plus y retourner, à chaque fois j'y retourne. Donc ça a été vraiment une déconstruction en fait de l'ego de mon mental qui voulait comprendre absolument. Et ça m'a permis, en fait, pendant cette année-là, de tout doucement, déjà voir comment je réagissais moi, qui avait un besoin de comprendre les choses quand même qui était assez questionnant, très fort, et qui témoignait aussi d'une appréhension très forte, d'un besoin de contrôle. Donc ça m'a permis de repérer déjà que, en fait, je pensais pas être, aussi contrôlante en fait sur les choses, et que, dans ce monde-là, c'est pas le mental qui nous informe, c'est le corps, et c'est l'expérience. Et ça va changer, en fait. Ça va me faire un 360 degrés, complètement. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé pendant ces week-ends, ce sont des expériences avec des états modifiés de conscience, avec des pratiques de danse, de respiration. Il n'y a jamais de plantes, là-dedans. Pas encore. C'est vraiment que toutes ces pratiques-là qui existent depuis la nuit des temps et qui nous font contacter une autre façon d'être au monde. Et donc un autre être qu'on est. Et c'est comme ça que va se déconstruire celle que je pensais être et commencer à se reconstruire qui tu es peut-être réellement. Peut-être quelque chose du vivant, en fait, qui a pas besoin d'étiquette. Avec moins de couches. Avec moins de couches, avec moins de peur aussi. Parce que dès qu'on commence à contacter notre être vivant et vibrant, eh bien du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre d'une sérénité qui est complètement différente. On n'est plus sur une construction mentale, identitaire, par rapport à des blessures. Ce qui est quand même un peu la base de toute la psychologie. C'est que, il y a une blessure, on a une résilience, on construit, blablabla. Et là, en fait, ça ouvre un autre monde. Et je ressens en mon être quelque chose qui grandit, qui se sécurise tout seul. Qui dit oui. Et qui dit oui. Qui dit oui à ça. Qui dit oui à ça et qui se rend compte que ce mental là n'est pas le meilleur allié et que c'est plutôt de se faire confiance dans comment je vibre les choses, comment je les vis véritablement, comment j'expérimente ça, est-ce que c'est un bien-être, est-ce que c'est un mal-être, qu'est-ce que ça ouvre comme espace en moi d'insight. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un élément, en fait, d'état de transe ou un état modifié de conscience, même légèrement altéré, il y a aussi des éléments qui viennent, en fait, dans la pensée. Il y a des émotions, un souvenir. C'est un peu comme, je sais pas si tu connais tu sais, les thérapies, en fait,
le MDR. Oui. Qui travaille en fait sur le mouvement des yeux pour faire justement un mouvement entre les cerveaux et qui va permettre de pouvoir accélérer aussi l'imagerie mentale, l'analyse mentale, la mise en sens mentale. Et bien c'est un peu ça qui se passe. Quand même, le MDR comme l'hypnose, c'est quand même des états de modification de conscience. Oui. Donc il y a quand même ça en commun. Et donc je découvre que dans ces états-là modifiés de conscience, eh bien il y a des choses qui réapparaissent en moi, de blessures, ou de souvenirs, de blessures, et qu'il y a encore une trace émotionnelle, et que cette trace émotionnelle-là, je la vois, et je la comprends différemment. Il y a un insight qui apparaît, qui fait que ça se replace dans mon histoire de vie à un autre endroit. Je me dis quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, la fin de cet espace-là, maintenant, à la fin du féminin sacré, je sais ce que c'est, la souveraineté. Je comprends, en tout cas. Et t'as compris par l'expérience. Par l'expérience, exactement. Et c'est pour ça que t'avais pas envie d'y aller, parce que toi, ton truc, c'était comprendre mentalement. Oui. Et là, pourquoi elle te disait tu verras, c'est parce qu'en fait, petit à petit, t'étais dans l'expérience. Et c'est à la fin que tu dis, ah mais ok, en fait, c'était par le corps. Oui, c'est ça. C'est par l'expérience qu'on apprend. Et c'est drôle parce que le nom de mon entreprise, en fait, la baseline de l'entreprise, c'est quand l'expérience devient compétence. C'était déjà marqué avant quand même. Okay, avant ça. Mais j'avais pas imprimé à ce niveau-là. Donc oui, et que c'est l'expérience qui nous apprend à être. Et si on écoute notre expérience d'être, à ce moment-là, on devient un être plus complet. Et de plus complet, ça veut dire avec une plus grande possibilité, avec de plus grands potentiels qu'on peut voir et ressentir. On est vraiment, c'est comprendre, mais pas dans le sens analyser, et le comprendre dans le sens je prends avec. Vraiment. Donc avec l'expérience, je prends avec l'expérience. Et je fais avec cette expérience-là. Elle vient m'apporter des éléments de moi que je vais mettre en sens avec ce que je suis. Donc, dans ces espaces-là de cercle, il y a personne qui vient dire ce que tu as vécu, c'est ça, et en fait, c'est ça. Il y a personne qui vient expliquer les choses. C'est toi qui viens... C'est toi. C'est toi qui vas trouver ton sens. Ouais, qui vient apporter et tisser du lien, tisser du lien avec toi, et du coup aussi asseoir, je pense, cette sécurité. C'est pour ça que c'est aussi sécurisant, c'est parce que c'est toi-même qui, pas après pas, vient te construire, en fait. Exactement. Et pour revenir donc sur ce monde des esprits qui finalement aujourd'hui est une grande partie de ta vie. Oui. Donc ça, tu nous as parlé de la première porte au final qui t'a ouvert à vraiment à la sororité, au subtil, à une autre possibilité encore d'être et de faire et d'agir. Et donc quels sont après. Quel est l'après? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Au prochain épisode. Allez, salut. Salut. Vraiment, je pense que ça marcherait bien là, parce que ça va vraiment dans le cœur du truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des pratiques qui ont été proposées par Aude dans cet espace du féminin sacré, je pense que ça a nettoyé mon canal. Et donc, à un moment donné, il y a eu une montée de Kundalini. Okay. Je savais même pas ce que c'était, moi, à l'époque, une montée de Kundalini, évidemment. Et donc, je vis ça. Et c'est vraiment là où j'ai atteint un moment d'état altéré, vraiment de conscience très, très fort. Et ensuite, un peu avant la fin, je commence à faire des voyages chamaniques, c'est-à-dire des rêves éveillés, où je suis en lien avec la chamane. Où en pleine nuit, je suis réveillée et je l'entends chanter, en fait. Et le lendemain, je dis, j'ai un truc de fou, j'ai fait un rêve, je t'entendais chanter au port de l'eau. Elle me dit, mais j'y étais vraiment. J'étais vraiment en train de faire ça. Je dis, quand même, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc qui s'est ouvert, qu'est-ce que c'est ça? Peu de temps après, donc ça se termine. Peu de temps après, j'ai la possibilité, je suis invitée à pouvoir participer à une cérémonie d'ayahuasca. Je participe à cette cérémonie d'ayahuasca. Est-ce que tu avais des a priori avant? Aucune. Okay. Alors par contre, par rapport à l'ayahuasca, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que j'ai jamais eu aucune crainte. J'y suis allée, mais comme si on me disait, viens, on va à la piscine, quoi. Tu vois. Pourtant, j'avais entendu parler de l'ayahuasca, j'avais entendu parler effectivement des hallucinations visuelles, sensitives, kinesthésiques, qui pouvaient être très très fortes, aussi des recommandations, attention, mais
c'est comme si ça m'atteignait pas et que c'était pas vraiment important. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Et pour autant, j'avais pas non plus un intérêt monumental en disant, il faut absolument que j'y aille, quoi. Pas du tout. À faire avant de mourir. Voilà, genre dans ma to-do list, les coches ayahuasca. C'est bon. Ça, c'est fait. Quel est le prochain? Champi. C'est parti! Donc non, j'avais pas du tout cet intérêt-là, mais c'est une possibilité, c'est une opportunité. Je me dis, bah, ok, j'y vais. Et donc là, j'assiste à ma première cérémonie. Et, en pleine cérémonie, je vois le chaman et je vois ce qu'il fait. C'est-à-dire, je vois ce qu'il enlève quand il fait un soin. Je vois les visages, en fait, qui se superposent sur une personne pendant un soin. Je me dis, oh, tiens, quand même, c'est bizarre ce que je vois. C'est pas ce qu'on m'avait dit, quoi, tu vois. Je vois pas des fleurs, des machins, des serpents, rien de tout ça. Moi, je vois le chaman qui enlève un truc gris. Je crois que c'est des cheveux, mais non, en fait, c'est un truc gris. Je vois les visages d'une personne. Une personne qui est à côté de moi, qui avait une endométriose. Je l'ai appris par la suite. Je vois, en fait, dans son squelette, ce truc rouge-là qui est situé au niveau des ovaires. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et je vois les géométries sacrées quand ils chantent, les Icaros. Je dis, c'est absolument incroyable. Bon, ok, arrive le cercle de partage, je me rends compte que je suis la seule à voir ça, que tout le monde vit des process très différents, ouais, et que je suis la seule, en fait, à voir ce que le chaman a fait. Et on arrive au solstice 2020, solstice d'hiver. C'est un moment crucial, phénoménal, en fait, dans la révélation pour moi. Je me sens appelée vraiment à faire le solstice. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été dans les rituels, mais là, le solstice d'hiver, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Je sais pas quel rituel, machin, etc. Il y a rien qui se passe. Je sais pas comment faire un rituel. Et là, de nouveau, une cérémonie d'ayahuasca qui se pose pour le solstice. Je dis, bah, c'est là, j'y vais, quoi, en fait. Donc j'y vais. Et là, je vais, en fait, à cette cérémonie-là. Et très rapidement, dès le début, en fait, de la cérémonie, le chaman me dit, est-ce que tu veux bien, non, c'est un assistant du chaman qui me dit, est-ce que tu veux bien venir mettre tes mains sur mon ventre parce que j'ai mal au ventre? Si tu veux, mais, enfin, ça va pas faire grand chose, hein, tu vois, je peux mettre mes mains, mais bon, j'y vais, je me mets les mains, bon, apparemment, ça soulage, je dis, ok, je retourne à ma place. Arrive un soin, en fait, pour une personne, le chaman demande à 2-3 assistants de venir, et il me demande de venir. Et je lui dis, mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, il me dit, il faut que tu viennes m'aider à faire un soin. Je dis, mais je sais pas faire de soins. Je dis, je sais pas de quoi tu parles. Et il me dit, mets tes mains, et tes mains, elles savent. Bon, je mets mes mains, et là, je rentre en transe. Mais dans une transe hallucinante, qui va me faire, parler différentes langues. Je vais parler une langue que je connais pas, je vais parler japonais, je vais parler maori, je vais me transformer, je vais me transformer en sumo à la fin. D'un seul coup, tout l'espace, en fait, change. Et tu bougeais aussi en même temps. Je bouge, je parle, je canalise des choses, en fait. Je suis consciente, et en même temps, c'est pas moi qui agis. Et ça va être terriblement difficile pour moi, en fait, oui, t'as réussi à te laisser... Alors, en fait, tu pouvais plus ça contrôler. M'a prise, en fait, ça m'a possédée complètement. Il n'y a même plus de pensée, de réflexion. Il y a juste un observateur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis observatrice de moi. Je m'entends dire des choses. J'entends la phrase, en fait, dans ma tête avant de la dire. Je vais parler en espagnol, je vais parler en japonais, je vais parler en maori, j'entends, je reconnais l'intention, mais je reconnais pas les mots, en fait, mais je sais quelle intention est portée par cette phrase-là et par ce verbe-là. C'était des intentions de guérison? De guérison, de lumière, vraiment, c'était un soin, en fait, un soin très très important qui s'est mis en place à ce moment-là. Et ça va prendre une bonne partie de la cérémonie, jusqu'à ce que ça se clôture par le moment où je me transforme en sumo et que j'accueille le lever du soleil, vraiment comme le soleil levant. Et là, je suis épuisée, le chaman me dit d'aller à ma place, je vais retourner à ma place. Et là, merci. Merci, carrément. Ouais. Et moi, je suis là, mais merci de me mener à ma place, parce que je sais pas ce que je fais là, donc merci de me laisser retourner à ma place. Je retourne à ma place. C'est très difficile, la redescente, en fait, de cette transe-là qui était très très forte. Et à partir de là, ça va être un chemin où je vais essayer de gérer mes peurs.
Parce que, évidemment, sur une personnalité comme moi, quand même assez contrôlante au niveau de la pensée, de pouvoir accepter d'être le vecteur de quelque chose de je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Comment, moi, la grosse question qui m'a hantée pendant 9 mois après derrière, c'était comment est-ce que je peux être sûre que je fais le bien? Ah ouais, c'est une grosse question. C'était terrible. Et donc, et de fait, les personnes qui étaient à la cérémonie ont témoigné de façon assez partagée. D'un côté, c'était génial, de l'autre, non, c'était super flippant, quoi. Tu vois. Enfin, c'est pas toi le chaman, comment ça se fait que tu prends une place comme ça, tu deviens leader. Et moi, j'ai rien maîtrisé de tout ça, donc je m'en voulais de pas avoir pu maîtriser les choses, d'avoir été emportée, en fait, par cette transe, de savoir au fond de moi que c'était pas mal, en fait, mais de pas pouvoir contrôler, de pas pouvoir décider et pas comprendre aussi, et pas comprendre. C'était juste terrible. Et donc, du coup, comme je savais pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué dans l'ayahuasca. Donc j'y suis allée très régulièrement. Je pense qu'une fois par mois, je suis allée en cérémonie et je voulais comprendre ce qui s'était passé, les trans. Et alors, du coup, j'ai découvert que je me transformais en plein d'animaux, que voilà, ça a été les ours, le crapaud, la grenouille, les machins, etc. Mais j'arrivais pas à saisir bien plus. Et par contre, j'ai appris à voyager. Voilà. Donc, et puis en parallèle de ça. Un peu plus tard, Aude Ferté a lancé une initiation en fait homme-femme médecine sur 3 ans. Et et quand j'y suis allée, ça a permis de mettre des mots sur ce que je vivais en fait. D'un seul coup, j'ai compris. Bah oui, en fait, et dans l'ordre des soins, en fait. J'ai compris que ce que je faisais, c'était une extraction, que ça, c'était un recouvrement d'âme, que ça, c'était des Icaros, que ça, c'était un langage Maya, que, en fait, s'il y avait eu, si j'ai parlé japonais, c'est parce qu'il y a une mémoire, en fait, japonaise, que j'ai une mémoire maori, voilà, qu'il y a plein de mémoires, en fait, qui passent à travers moi. Ça a mis du sens, en fait. Et ça a mis un sens. Et ça m'a aidé, en fait, beaucoup à calmer mes inquiétudes, que j'essayais de canaliser, tu vois, genre dire, ah non, mais alors, si ça arrive que dans l'ayahuasca, c'est parfait, tu vois, c'est genre que quand je suis en cérémonie, que j'entends trans, qu'il se passe ça. Alors qu'en fait, ça peut... Alors qu'en fait, c'est arrivé aussi dans la vie de tous les jours. C'est arrivé à un autre moment. Sans le vouloir, en fait, à un moment donné, on était entre sisters, on avait une pratique chamanique, et je suis entrée en transe. Et j'ai de nouveau eu le langage. J'étais paniquée, parce que pour moi, c'était certain que ça allait rester que dans les cérémonies, ça allait pas sortir de la cérémonie. Donc voilà, j'ai appris tout doucement, en fait, à marcher avec ça, à mettre du sens sur ce que je contactais quand j'étais en transe, quelles étaient en fait ces énergies-là qui passaient, quels étaient en fait ces esprits du coup qui venaient passer. Ça m'a permis de pouvoir déconstruire aussi ma première expérience de tentative de possession, parce que c'est ça aussi qu'il y avait derrière. C'est que quand même ma première rencontre avec l'esprit, c'était un esprit malin qui a voulu me posséder quelques années auparavant. Et donc, évidemment, c'était inscrit dans mon corps cette peur-là d'être possédée. Et donc, j'ai pu déconstruire au fur et à mesure que c'est pas une possession, en fait, quand on canalise quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes esprits, c'est pas la même intention, et surtout, c'est pas le même setting, en fait, du sacré. Et donc, on n'est pas dans le même service. Et du coup, là, après avoir fait ces expériences, quelles sont tes croyances ou même les enseignements que tu as pu tirer si aujourd'hui tu devais en parler à quelqu'un qui n'a pas fait toutes ces expériences, pas tout fait ses voyages et qui pourrait avoir ses réticences, qui pourrait avoir ses peurs, toutes ces choses, tous ces a priori peut-être que tu pouvais avoir même toi-même avant. Ah oui, complètement. Complètement. Pour toi, si tu devais expliquer ce monde-là, et est-ce que tu mettrais un warning aussi? Est-ce que tu mettrais des... Voilà, si peut-être y aller que pour les personnes qui ont l'appel et que c'est pas non plus comme, tu vois, la bucket list des choses à cocher et à faire, tu vois. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intense qui n'est pas forcément réservé à tout le monde, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a certaines thérapies qui peuvent suffire et que c'est pas obligé pour tout le monde de passer par là. Je pense que l'ayahuasca, c'est vraiment... ça fait partie des plantes psychédéliques les plus puissantes. Mais il y en a d'autres. Il y a l'iboga, il y a le San Pedro, il y a les champignons, les nignos, effectivement. Je pense que... Il y a les truffes aussi. Oui, c'est ça. Ça fait partie des nignos, des petits-enfants. C'est le petit peuple, c'est l'esprit du petit peuple qui est gardien d'un accès bien plus vaste au monde multidimensionnel. C'est très difficile, en fait, cette question, parce que
ça dépend vraiment d'où la personne part et ce qu'elle veut vivre. Quel est son appel? Il est certain qu'on voit fleurir beaucoup de propositions, en fait, pour aller rencontrer les esprits des plantes. Et moi, je vois autour de moi, ou ce que je peux lire, il y a 2 façons d'y aller. Il y a ceux qui y vont pour se guérir, et il y a ceux qui y vont parce qu'ils veulent rencontrer une expansion de leur être. Un peu en mode touriste, quoi. Bah, en tout cas, avec une sorte d'idée d'une expérience psychédélique. Et évidemment, ils vont aller dans ces endroits-là qui sont en espérant derrière l'expérience psychédélique, quelque chose qui est quand même une forme de guérison, c'est-à-dire quelque chose qui vient de mettre du sens sur leur vie, sur leur être. Il y a toujours une guérison quand même qui est derrière. Après, l'accès, effectivement, c'est un accès qui, pour pouvoir vraiment entrer dans tout le potentiel de ces expériences-là, c'est un chemin d'humilité. Si on y va juste pour rencontrer en fait l'expérience de la puissance de la transe, on peut la rencontrer, mais qu'est-ce que ça va apporter? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait après, derrière? Par contre, si on se sent attiré parce qu'on a un mal-être qui est déjà bien défini, on a vraiment une difficulté relationnelle ou personnelle ou physique, et que on y va comme on s'en remet à une autre possibilité qui existe de pouvoir être guéri, parce qu'on est déçu de la médecine allopathique, etc., qu'on a fait le tour des thérapeutes, qu'on a fait de la psychanalyse, des thérapies à n'en plus finir, et qu'on trouve pas le chemin. Ce que tu as fait, toi, d'ailleurs. Ce que j'ai fait, bien sûr. En tant que psychologue, j'étais moi-même en thérapie longtemps. Et c'est vrai que pour avoir vécu l'ayahuasca, pour moi, ça a été un accélérateur de potentiel de fou. C'est-à-dire que quand on a une expérience avec sa propre intériorité, qu'on a déjà eu la possibilité de pouvoir essayer de traduire notre intériorité en mots, faire mettre du sens, etc. L'ayahuasca, comme c'est une immense toile sur laquelle se projette notre conscient et notre inconscient, du coup, on voit tout très très vite. Ça fait gagner un temps fou en termes, pour moi, en termes de thérapie. J'ai l'impression qu'une semaine d'ayahuasca, ça me fait gagner 5 ans en fait de thérapie. En tout cas, à mon expérience personnelle. Parce que ça va beaucoup plus vite, parce que ça va directement à l'essentiel, parce que les liens se font très très vite aussi. Mais c'est une projection aussi de sa conscience. C'est pour ça que c'est vraiment mon expérience personnelle. Et aussi, toi, ton intention, c'était aussi ce travail-là de thérapie aussi, j'imagine. Alors, pas vraiment, en fait, parce que... C'était quoi ton intention? Pas du tout, en fait. Le truc, c'est que moi, je suis arrivée, mais vraiment comme quelqu'un, on veut dire... il y a ça, ok, j'y vais. Mais parce que ce qu'il y avait derrière, en fait, c'était la guérisseuse. Parce que dès la première cérémonie, si je vois ce que fait le chaman, c'est qu'il y a quelque chose qui me donne accès, en fait, à ce qu'il fait. Et la deuxième cérémonie du solstice, qui sera une révélation, en fait, de mon être guérisseur, c'est que vraiment, je peux, en fait, être canal de ces énergies de guérison des esprits. Donc, moi, ça a été vraiment l'accès par le côté être guérisseuse. Ça a révélé, en fait, mon être guérisseuse. Je savais même pas qu'il y avait ce potentiel-là en moi. Et il m'a fallu déconstruire ce rapport à l'ayahuasca aussi. C'est-à-dire que, assez rapidement, je suis devenue assistante du chaman. Et donc, j'ai eu une pratique d'assistante de soins dans les cérémonies ayahuasca. Et donc, j'étais pas participante. Et ça a été vraiment un chemin que j'ai dû faire à rebours pour retrouver la place, à un moment donné, de façon assez régulière, une place de participante dans une semaine d'ayahuasca pour pouvoir bénéficier, moi aussi, de l'espace de guérison. Parce qu'on peut pas être un bon guérisseur, comme on peut pas être un bon thérapeute si on fait pas un travail sur soi. Bien sûr. Avec la matière avec laquelle on travaille. Donc quand j'étais psychologue, j'étais forcément sur un divan allongé, en tout cas en thérapie de mon côté. Et quand je suis assistante de soins en semaine d'ayahuasca, évidemment, il faut que je sois aussi au travail avec l'ayahuasca de mes propres guérisons. On travaille avec le même média, en fait. Au même titre que toi, tu as eu un penchant au niveau des addictions, et après, tu as accompagné des personnes. Exactement. Mais parce que du coup, il y a une résonance, et tu comprends ce qui peut se passer en face, et du coup, tu peux plus rentrer en empathie avec l'autre, c'est ce qui peut aider dans le lien, j'imagine. Oui, je pense que on peut véritablement aider les personnes que si on a déjà un peu côtoyé quelque chose de ce monde-là dans lequel ils vivent.
Et qu'on l'a transmuté. Et qu'on l'a transmuté, bien évidemment. D'ailleurs, on disait souvent, quand on est psychologue, ce sont les patients qui nous apprennent vraiment à être psy. Parce que on a toujours le patient qu'il nous faut. Celui qui va nous montrer les endroits où nous, on n'a pas vu dans notre être, nos blessures pas soignées ou pas identifiées. Les patients nous enseignent. Ben là, c'est pareil. En fait, c'est les psys qui devraient nous payer quand on va les voir. C'est ça. Putain. On va dire médio, en fait. Allez, chacun met un truc dans le pot. Ouais, grave. Je te donne 30 €, tu me rends 30. Voilà. C'est quoi l'intérêt de se donner de l'argent? Du coup, je ne sais pas. C'est pour le principe, tu vois. L'énergie de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vaste question. Donc voilà. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, en tout cas, c'était, je te posais la question pour les personnes, du coup, qui connaissent pas ce monde et les appréhensions qu'ils peuvent avoir. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pas pour tout le monde? Je pense qu'il y a, alors, en termes, déjà, en tant que psychologue clinicienne, je dirais que, il faut déjà, il faut pas avoir de fragilité psychique importante. Parce que il peut y avoir quand même des moments de très forte transe qui amènent à des espaces dissociatifs en soi. Il faut être capable de pouvoir tenir la dissociation et se réunifier. Donc ça veut dire d'avoir une construction quand même psychique assez solide. Mais bon, de toute façon, c'est une préconisation, pour les personnes qui souffrent de syndrome psychotique, c'est pas une recommandation, tu vois, l'ayahuasca, pas du tout. Ou qui ont un terrain à ce niveau-là. Ouais, qui ont un terrain à ce niveau-là, c'est un peu délicat. Par contre, je suis persuadée que on peut s'entraîner. L'ayahuasca, c'est quand même une expérience majeure de transe très très profonde. Et on peut très bien vivre des moments de guérison absolument incroyables sans entrer dans le psychédélique. Et le psychédélique, il a véritablement une fonction quand il est accompagné par un guide, par un chaman. Parce que le chaman, le psychédélique, en fait, c'est vraiment l'univers dans lequel le chaman va pouvoir utiliser des outils pour pouvoir aller à la guérison. En entrant en transe, on accède à d'autres espaces et à d'autres mondes. Des mondes subtils d'énergie. Et dans ces mondes subtils d'énergie se retrouvent les mémoires karmiques, transgénérationnelles, mais aussi la possibilité de pouvoir les transmuter. De pouvoir les transformer, en fait, pour que ce soit plus quelque chose qui vienne impacter l'être humain dans ses différents plans. En fait. Et j'aime beaucoup ce que tu apportes, parce que finalement, donc tu parles d'esprit de la plante, donc là c'est l'esprit par exemple de l'ayahuasca qui va avoir certains effets et du coup certaines portes d'entrée, mais il y a par exemple le cacao, je sais que toi t'as beaucoup travaillé aussi avec le cacao, moi-même j'ai participé à des cérémonies, donc le cacao, il n'y a rien de psychédélique, c'est du cacao pur et dur pour le coup, un peu amer, pas très bon, mais on s'y fait. Et c'est aussi une grande médecine. C'est une très très grande médecine. Et c'est pour ça que c'est important de sortir du côté sensationnel du psychédélique comme étant la panacée en fait des espaces de guérison. Ou si on veut vraiment guérir, il faut aller voir l'ayahuasca ou de l'iboga ou du San Pedro, etc. Et je pense qu'il y a plein d'autres espaces. Et puis les plantes, toutes les plantes, tous les esprits des plantes ont une vocation qui est celle de nous aider à être de meilleurs êtres humains. Ça, c'est quand j'étais allée au Pérou, donc pour les cérémonies d'ayahuasca, et qu'il y avait Francisco Muñez, qui est un ayahuasquero, mais qui est aussi perfumero, qui a été vraiment initié par sa grand-mère, et qui est un chaman, et qui me disait, mais en fait, tout le monde pense que l'ayahuasca, c'est le summum de la guérison, mais effectivement, il me dit, c'est comme un match de foot, en fait. Tu prends une équipe de football, le buteur, c'est l'ayahuasca. Mais s'il n'y a pas toutes les plantes derrière, s'il n'y a pas les esprits, en fait, des plantes derrière, le buteur, il fait rien, en fait. S'il n'y a pas toute l'équipe. S'il n'y a pas toute l'équipe, il n'y a rien qui se passe. Un joueur face à 11. Voilà, ça passera pas. Et encore, je pense que il a sous-estimé sa place. L'esprit de l'ayahuasca, c'est une intelligence vivante. C'est vraiment absolument incroyable. C'est vivant, et c'est une médecine vivante, c'est une intelligence, c'est une conscience vivante qui va venir nous aider à travailler sur tout ce qu'on doit éclaircir. Le chaman est l'outil presque de la madré, alors qu'on pourrait penser que la madré est l'outil du chaman. Mais en fait, c'est une interconnexion constante entre les deux.
Mais c'est pas la seule façon de pouvoir accéder en fait à la guérison. Toutes les plantes ont un esprit et toutes et j'ai envie de dire, c'est ce que me disait Francisco, hein, le pouvoir des plantes, c'est de pouvoir nous aider à nous guérir. Toutes les plantes en fait peuvent nous guérir. On connaît ça, on a su ça, nous, avec nos druides avant. On les a perdus de vue, on les revoit heureusement qu'ils réapparaissent, ces druides, mais ils savaient que les plantes nous guérissaient. Ils savaient que derrière chaque végétal, il y a un esprit, et que cet esprit va venir travailler avec notre esprit, et sur les différents corps vibratoires que nous sommes. Et le fait de l'ingérer, ça peut créer une communication entre nous et l'esprit de la plante. L'ingérer, ou le fumer, ou le sentir, ou le poser en fait sur la peau. C'est différentes formes d'accès, c'est comme s'il y avait différentes portes d'accès en fait sur ce monde du végétal, et il va venir apporter leur médecine à ce moment-là. Le tabac, par exemple, est une très grande plante maîtresse qu'on peut boire, qu'on peut fumer, qu'on peut recevoir la fumée sur soi, on peut la fumer soi-même, et à chaque fois, sa médecine va passer à travers là. Et le cacao, c'est une médecine aussi plurimillénaire. Elle est encore plus directement associée au cœur, parce que dans la culture aztèque, dans les cultures précolombiennes en tout cas qui utilisent le cacao, déjà dans la cosmogonie en fait de ces civilisations-là, c'était le dieu Quetzalcoatl qui a donné le cacao aux hommes pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la compassion. Donc on est déjà dans l'intention de cette plante-là qui est de travailler sur nos blessures psycho-émotionnelles. Elle va venir ouvrir cet espace-là qu'on a pu refermer parce que, voilà, une blessure plus ou moins cicatrisée, il reste toujours quelque chose là, d'une douleur morale, ou elle va venir travailler pour pouvoir réouvrir la cicatrice et tout doucement transmuter ces douleurs-là pour qu'elles ne puissent plus nous empêcher d'ouvrir le cœur vraiment dans son plein potentiel. Et à l'époque des Aztèques, les cérémonies en fait avec le cacao étaient vraiment des cérémonies ritueliques très très importantes. Les chamans de l'époque utilisaient le cacao pour pouvoir entrer en transe. Le cacao n'est pas une plante psychédélique. C'est pas une plante qui va nous faire avoir des hallucinations auditives ou kinesthésiques. Par contre, elle va nous faire changer de vibration. Et donc les chamans, qui sont quand même déjà des personnes qui ont une capacité et une sensibilité très forte à la transe, utilisaient le cacao pour pouvoir entrer plus profondément dans les transes, connecter les esprits. Et à travers les esprits, c'est comme ça qu'ils savaient comment guérir les gens. Les chamans de tout temps ont toujours su par les esprits quelle plante utiliser. Parce que dans la transe, ils rencontrent les esprits. C'est ce qu'ils expliquent, parce que donc ça vient d'Amazonie, il me semble, et qu'en fait en Amazonie, il y a des milliers et des milliers de plantes différentes, et qu'en fait l'ayahuasca, c'est une combinaison d'une liane et de la chacrona. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont su, c'est grâce à une transe, et grâce à ça qu'ils ont su qu'il fallait qu'ils mélangent ces deux. Exactement. Ça, c'est l'exemple le plus frappant, parce qu'effectivement, l'ayahuasca est un mélange. S'il fallait, comme certains ont pu dire, tester, essai, erreur, on n'aurait pas dû tellement de chamans d'ici là. Je suis pas sûre qu'on aurait vraiment trouvé la recette. Oui, parce il y en a qui, même si elles ont des esprits qui peuvent être peut-être mauvais pour nous, parce qu'il y a du poison. Oui, parce que et puis c'est toujours une question de quantité. Tu prends par exemple la question de la psilocybine et des champignons, suivant la quantité que tu ingères et le type de champignon, ça peut être une dose létale. Donc évidemment en fait dans le chamanisme il y a toujours, c'est par la transe qu'on connecte avec les esprits, et c'est les esprits qui nous enseignent quelles sont les plantes ou quels sont les rituels à faire pour pouvoir guérir. C'est vraiment la base du chamanisme et des chamanismes, c'est la transe pour être informé et être enseigné. Et à partir de là, en tout cas pour le cacao, c'est y rentrer en transe via le cacao. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient honorer à la fois les défunts, sauver les vivants, réunir aussi les sociétés autour de rituels importants. Et d'ailleurs, le cacao était tellement important que de la place de élément cérémoniel des chamans, c'est devenu un élément de cérémonie civile. Donc il y avait des fêtes, tous les éléments de toutes les fêtes de mariage, la puberté, etc., se faisaient avec le cacao, jusqu'à ce que les dignitaires se reçoivent entre eux avec la boisson cacaotée. C'est comme ça que les Espagnols ont découvert le cacao, qui est un cacao cru.
effectivement, comme tu dis, assez amer, avec un goût parfois de terre, très très fort, pas facile à boire. Donc les Aztèques secouaient, enfin, ils avaient un petit fouet, là, ça faisait une petite mousse, ça rendait la boisson moins amère, un peu plus digeste, un peu plus agréable. Il n'empêche que les Espagnols ont détesté, en fait, ce breuvage-là. Mais ils l'ont quand même ramené en France, en Europe, plutôt. Et ça a été un échec jusqu'à ce qu'ils décident de torréfier la graine, de rajouter du gras, du sucre, devenu chocolat, qu'on connaît maintenant. Mais les cérémonies de cacao, heureusement, voilà, elles ont persisté, elles ont été, et aujourd'hui, on peut retrouver ces cérémonies-là avec du cacao cru, encore une fois, après, avec un facilitateur, un guide ou un chaman, et on n'a pas la même cérémonie. On peut vivre d'une personne à l'autre 10 cérémonies différentes. Bien sûr. Bien sûr. Et tu parles d'aujourd'hui, j'avais envie après avoir exploré un tas de choses, et je sens, franchement, je pourrais continuer à parler pendant 2 heures parce que c'est hyper passionnant. Mais aujourd'hui, du coup, après avoir vécu toutes ces expériences, après avoir compris toutes ces choses, ces enseignements, donc depuis ton corps, quelle est ta lecture du monde? Comment tu te sens peut-être aujourd'hui? Qu'est-ce que tout ça t'a appris? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Enfin, j'imagine que oui. Oui, et puis en plus, là, je reviens d'une retraite au Costa Rica où ça s'est encore plus accentué dans le sens où il y a vraiment un choix, en fait, pour moi à faire, et c'est un choix qui est inéluctable. Je peux pas faire autrement que d'embrasser cette voie-là, en fait, chamanique. Ma vie a complètement changé. C'est comme si... je sais pas, tu vois les kaléidoscopes. Tu vois, ma fille, elle a ça, en fait. C'est un tube avec des petits des cristaux, et en fait, tu mets une image claire. Tu la mets dans le kaléidoscope, et d'un seul coup, ça devient un truc absolument incroyable. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une image assez claire de qui j'étais, avec mes névroses, tout ça. C'était pas super transcendant, mais bon, c'était ma vie. C'est assez défini. Et en fait, le chamanisme, j'ai mis ça dans le kaléidoscope. Et là, j'ai regardé. Et là, tu vois, ça prend de la hauteur. Ah oui, ça prend une dimension complètement autre. On n'est plus, on ne peut plus être nombrilo-centré. On ne peut être que dans l'interconnexion, dans l'interrelation. On sait que notre être, en fait, n'est jamais qu'une émanation d'une conscience. Cette conscience-là est interdépendante et dans l'interrelation avec les autres consciences du vivant. Et le vivant s'arrête pas uniquement à l'humain ou à l'animal. Le vivant, c'est aussi le végétal, c'est aussi les pierres, c'est les minéraux, c'est la conscience de la terre, de Gaïa. Et Gaïa, du coup, c'est la conscience aussi de cet univers avec ces autres mondes, ces autres planètes qui sont aussi d'autres consciences avec lesquelles on est interconnectés également. Donc, d'un seul coup, c'est comme si tu prenais tout et tu les mettais dans tous les dans un grand tout. Tu prends l'astrologie, ça prend sens d'un seul coup là-dedans. Le monde des esprits, le monde karmique aussi, la question de est-ce que notre existence se termine au moment où mon dernier souffle, en fait, est donné sur cette terre? Ben non, en fait. Et c'est même pas une question de croyance, c'est pas que je crois que non, c'est que c'est juste une question de logique qui reste encore quand même très très cartésienne. Je sais les mémoires qui me traversent. Quand j'ai un patient, en fait, à qui je fais un soin chamanique, je ressens ces mémoires qui sont dans son corps, qui sont lui mais qui ne lui appartiennent pas. Et ces mémoires-là, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une empreinte psycho-émotionnelle transgénérationnelle? Donc déjà, on accède sur le fait que ce qu'a pu vivre un arrière-grand-parent reste encore dans l'être qui est devant moi et agit encore sur sa capacité à être complet et en relation avec les autres. Donc si ça, c'est une information qui passe dans l'ADN, quid de ces informations que je vois, que je ressens, que je comprends intuitivement ou que je sais au moment du soin et qui concerne cette personne-là dans une autre de ses vies. Je me rends à une évidence, en fait. C'est même plus une question de mental ou c'est pas une religion comme on dit, il faut que tu crois ça, on te dit la cosmogonie c'est ça, Dieu a créé. Là, c'est même pas la question, je vois ça. Moi, qu'est-ce que je fais de ça? Et ben maintenant, je le prends et je le mets dans ma propre cartographie du monde. Et dans ma cartographie du monde, nous sommes des êtres de conscience qui avons une âme pluridimensionnelle,
On a été incarné plusieurs fois. Il y a une très forte incidence entre ce qu'on a pu vivre au niveau karmique et nos blessures psycho-émotionnelles, et aussi la même incidence entre ce qu'on a vécu au niveau karmique avec la famille qu'on a choisie et sa propre lecture transgénérationnelle du monde. C'est un millefeuille qui s'assemble sur les différentes strates de l'être, et ça nous constitue, et on peut travailler notre être pour devenir un meilleur être vivant de plein de façons différentes. Toutes les couches possibles. Et sur toutes les couches de l'être, les couches physiques, psycho-émotionnelles, psychiques, karmiques, quantiques, énergétiques, tout ce qu'on veut, en fait. Notre être est infini, et surtout les voies d'accès sont tellement multiples. Et infini aussi. Et infini, parce que le potentiel créateur, le pouvoir créateur de chacun est infini. Et donc, les voies d'accès aux médecines sont infinies. Donc il n'y a pas une voie qui est plus forte que l'autre, ou qui est plus belle que l'autre, ou qui est plus efficace que l'autre. Déjà en psychologie, on le sait, il y a 30% en fait des thérapies qui fonctionnent. Ça dépend du contexte, du psychologue, du patient, etc., du monde dans sa vie, enfin des tas de choses. C'est pareil pour les thérapies alternatives et pour le chamanisme. Il y a différentes façons de pouvoir guérir notre être spirituel, les blessures de l'âme et les blessures psycho-émotionnelles et du corps. Tout est là, il faut juste ouvrir en fait notre capacité à voir au-delà de cette matière qui est ce qu'on croit être déterminé. On n'est pas ça. Et unique. Et unique. Dans le sens où on se croit déterminé par un corps, par une éducation, par une culture. On est bien plus que ça. On est bien plus complexe que ça, et donc bien plus ouvert que ça. On a un potentiel absolument incroyable. Il faut juste qu'on arrive à sortir de nos pensées limitantes. Ou alors, arriver à en sortir, c'est stupide de dire ça. Aller les rencontrer pour les dépasser. Donc de la curiosité. Les vivre. Les vivre. Être curieux. Vraiment. Être curieux, je pense que c'est la base pour pouvoir ouvrir notre vision du monde. Être curieux et avoir la joie. Ouais. Avoir envie de s'amuser et dans le respect. Parce que c'est la base. Les chamans sont toujours très drôles. Ouais. Mais tu vas aimer ma dernière question. Mais ouais, c'est passionnant, et je suis trop heureuse que tu aies pu partager tout ça dans cet espace. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je sais pas si j'ai répondu à tout, mais... C'est trop bien. Moi, j'ai kiffé parce que je passe un bon moment. Je pense que les auditeurs aussi, il faudra pas hésiter à nous le dire en commentaire, à dire si vous avez beaucoup aimé ou pas. J'aurais une petite question un peu terre à terre pour le coup, parce que là, bon, j'ai kiffé, on était vraiment dans un espace où du coup tout était possible, on pouvait partir dans tous les sens. Mais du coup, c'est bien peut-être de laisser cette ouverture-là, et du coup, vous laisser aussi cheminer. Question, est-ce que toi, t'as des livres? Voilà. C'est mes deux questions que j'utilise à la fin de mes épisodes. Si t'as des livres, des films, ou des ressources en tout genre qui toi t'ont aidé, t'ont accompagné sur ton chemin. Ce qui a construit en fait ma propre cartographie, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort, que j'ai lu en fait quand j'étais en Inde, et qui a vraiment commencé à ouvrir en fait quelque chose sur une construction en fait de notre être différente. Et puis après c'est les livres sur les plantes. Jérémy Narby. Très très intéressant, Le serpent cosmique par exemple, sur le lien entre ayahuasca et ADN. Madré, Mère, ça s'appelle Mère en fait le titre, c'est de, comment il s'appelle, celui qui tient les FSS Studies en France, la Fondation pour le chamanisme, Laurent Huguely. D'accord. Voilà, Laurent Huguely, il a écrit un livre qui s'appelle La Mère, sur son expérience en fait avec la Madré, avec l'ayahuasca. Très intéressant parce que ça nous montre comment en fait elle vient travailler avec qui on est dans notre culture, comment notre conscience comprend les choses. Prendre soin de l'âme, qui pour moi en tant que psychologue a été un livre très important. Prendre soin de l'âme, c'est écrit par une psychologue. Évidemment, je n'ai plus son nom. Je trouverai. Mais voilà, tu trouveras tout ça. C'est une psychologue clinicienne qui guide maintenant des services d'ayahuasca également. Et quoi d'autre Le suite sur Corinne Sombrin m'a semblé très intéressant, mais pas tant sa vie à elle que le livre qu'elle a écrit sur la chamane Satan qui l'a initiée. Et qui est vraiment, pour moi, était super intéressant sur le chamanisme au quotidien. C'est-à-dire comment une chamane sibérienne vit dans son quotidien avec les esprits, ce qu'elle fait quand elle plante la tente, quand elle enlève sa tente. Enfin voilà, ça m'a semblé super intéressant. Et pour ceux qui sont pas trop lecture, il y a un film qui existe sur la vie justement de Corinne Sombrin. Je l'ai pas vu. J'ai plus le nom. Je mettrai en commentaire, en description de toute façon pour ceux qui veulent,
super film qui permet vraiment de comprendre le chamanisme, etc. Comment ça fonctionne, et voilà. On va pas trop spoiler pour ceux qui veulent regarder. Un super film en tout cas. Pour ceux qui connaissent pas encore Corinne Sombrin. Ouais, pour ceux qui connaissent pas encore. Bientôt peut-être qu'on la recevra sur le podcast, je sais pas. Waouh. Dernière question. Donc je t'ai dit par rapport à ce que tu disais, tu parlais de la joie, tu parlais de happy. Donc mon podcast s'appelle Mater Happy. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré ce titre. Ah, mais carrément. Du coup, t'as peut-être eu le temps de t'y préparer, mais donc pour toi, Sandrine, c'est quoi une terre happy? C'est une terre connectée au vivant. Alors, le vivant, c'est la joie, c'est la vie. Le vivant, c'est vibrant. Le vivant, c'est la conscience, c'est l'énergie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le respect, c'est le plaisir d'être ensemble, construire ensemble, évoluer ensemble. C'est être connecté au vivant, c'est le plus beau qui soit. Merveilleux. Merci pour cet espace. Merci énormément à toi. Merci. Trop chouette. Lily Rose, vraiment. Et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Dans cette chaleur. C'est vrai qu'on a envoyé tant de... Se croirait dans la jungle. C'est clair. Oh my God. Alors, un petit peu spécial, là, j'ai retrouvé une semaine après Sandrine pour faire une intro parce que on trouvait que c'était important de mettre une sorte de disclaimer avant que vous puissiez écouter notre podcast. Sandrine tenait à rajouter quelque chose, donc je suis allée la retrouver dans un espace incroyable en plein Marseille pour qu'elle puisse nous faire cette petite intro par rapport au podcast. Bonjour Lily Rose, bonjour à tous. Merci beaucoup de ce temps que tu prends pour qu'on puisse effectivement mettre quelques petites précautions sur l'écoute du podcast qui va suivre du coup. On a traversé le temps quand même. Le temps est relatif, il n'existe pas. Alors on va parler en fait dans le prochain podcast effectivement de mon expérience de la rencontre que j'ai faite avec les esprits et comment j'ai travaillé avec les esprits des plantes. L'esprit qui m'a vraiment révélé le plus, ça a été l'esprit de la plante ayahuasca, qui est une liane travaillée avec une plante qui est la chacruna et qui crée ce breuvage qu'on appelle la madré, qui est un breuvage hautement psychédélique. Et les précautions, effectivement, dont il était question qu'on puisse aborder et qu'on a fait en off, en fait, après le podcast, et on s'est dit que ça méritait de pouvoir le dire peut-être avant, c'est que c'est une médecine qui déjà est interdite en France et dans nombre de pays occidentaux, mais qui existe, bien évidemment, et qui a été vraiment préservée par les peuples natifs depuis des milliers d'années. Et notamment en Amérique du Sud, on peut très facilement rencontrer en fait des chamans qui proposent des cérémonies d'ayahuasca. Mais on sait aussi toute la difficulté qu'il peut y avoir à aller rencontrer en fait des chamans qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, avec un pays, une culture aussi qui nous est très étrangère. Et vraiment, je ne peux que recommander de faire attention et de ne se rendre que dans les lieux que d'autres ont déjà vécu, de rencontrer des chamans qui ont déjà été rencontrés par d'autres personnes. Et aussi un principe de base, c'est que moi, quand j'ai été initiée en fait avec l'ayahuasca, à chaque fois, les chamans qui m'ont accompagnée, ils m'ont toujours prodigué un soin avant pour être sûre que cette médecine-là est vraiment la médecine qui me convient et que je suis aussi à même de pouvoir en retirer tous les bienfaits. C'est quand même une médecine qui est très, très difficile dans son vécu, qui va créer des états dissociatifs importants et qui peut nous perturber beaucoup. Donc, et par exemple, au Pérou, il y a un chaman, il y avait quand même toujours un système qui fait que quand même, on va voir si c'est possible ou pas. Et notamment, ce chaman-là, lui, il travaillait avec la magie des pierres et à travers un rituel, il allait voir si oui ou non, en posant la main sur cette pierre-là, si on pouvait accéder ou pas à la médecine de l'ayahuasca. Donc, pour moi, ça fait partie d'un cadre important qui est la possibilité que ce ne soit pas le moment et que ce soit important de pouvoir entendre ça, qu'on peut être attiré par une expérience qu'on veut vivre parce qu'on a une souffrance qu'on veut voir guérir et qu'on est prêt à tout, même à faire des cérémonies dont tout le monde va nous dire « attention, c'est quand même très, très intense parce qu'on veut guérir ». Mais attention au cadre qui est proposé dans ces espaces de guérison. La recommandation est très importante. Le bouche à oreille, pour moi, c'est la meilleure en fait des réputations qui permet de pouvoir aller en confiance rencontrer un chaman. Et puis, qu'il y a un cadre effectivement qui puisse permettre de se dédire
soit volontairement, soit parce que en face on peut entendre que c'est pas le moment, que c'est pas la bonne personne peut-être, que c'est pas le bon lieu non plus. Et voilà, donc cette médecine est vraiment une médecine magnifique, incroyable, mais elle est aussi, elle mérite aussi d'être difficile d'accès parce que elle va agir très profondément et qu'il faut vraiment avoir un entourage, un guide qui puisse nous aider à traverser les process, comme on dit, qui vont être générés par l'ayahuasca. Et au retour aussi, c'est très important, alors pour le coup c'est ma part de psychologue, mais c'est très important de pouvoir avoir des repères sociaux avec qui on peut parler de cette expérience-là, que ce soit des membres du cercle avec qui on était pendant la cérémonie ou que ce soit des frères et sœurs en fait de chemin quand on est déjà sur un chemin d'éveil et qu'on a une petite communauté qui nous entoure, de vraiment pouvoir partager ces expériences-là, pour pouvoir nous aider aussi à mettre en sens. Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'ayahuasca, elle est native de l'Amazonie et elle baigne dans une culture où, chez ces peuples natifs, elle a un sens pleinement dans une cosmogonie culturelle et spirituelle, et que chez nous, elle n'existe absolument pas. On n'a pas du tout ces mêmes repères de reliance avec la nature, de reliance avec les esprits, on n'a pas le même rapport au corps, le même rapport à la psyché, on n'a pas le même rapport à ce qui est délicat, difficile, confortable, inconfortable, ce qui nous met en souffrance. On n'a pas du tout les mêmes repères psychologiques et culturels et spirituel, et que quand on est un occidental et qu'on va aller travailler une médecine qui n'est pas celle de notre terreau culturel, eh bien, il faut pouvoir après retisser du sens entre la cosmogonie qui a vu naître cette médecine-là dans ce pays-là. Je parle de l'ayahuasca, mais ça pourrait être aussi le peyote au Mexique, ça peut être l'iboga en Afrique, ça peut être les champignons, ça peut être toutes sortes d'autres médecines psychédéliques. Il faut toujours bien replacer en fait le contexte dans lequel elles sont nées, et que nous, notre rôle à nous, c'est de pouvoir retisser du sens avec qui on est aussi, notre culture. Et notre culture d'occidentale, la construction de la psyché est très importante, la mise en sens consciente, inconsciente est très importante. Et donc, j'encourage tous ceux qui sont attirés par ces médecines de pouvoir aussi trouver un espace où ils vont faire ce lien-là entre l'expérience sensitive, émotionnelle, kinesthésique qu'ils auront vécue et véritablement la construction de leur être identitaire en tant qu'occidental. Merci beaucoup Sandrine, et je vous laisse tous avec la suite de notre épisode.